Bonjour Kevin, Bonsoir. comment te présenter d'une façon qui n'a pas encore été faite? Et est-ce qu'il faut vraiment encore te présenter? J'en suis pas vraiment sûre. Mais d'abord, on voudrait vraiment te dire merci mille fois de nous recevoir aujourd'hui à Peine de Pie, où tu es installé et où tu as pris en quelque sorte un nouveau départ depuis 2019. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir dans notre podcast et de pouvoir te poser quelques questions aujourd'hui. C'est difficile aussi de ne citer quelques-uns de tes succès, mais on va commencer par les plus récents. Évidemment, Rio 2016, champion olympique par équipe avec Rêveur de Hurtebise. Sur ta lancée, en 2017, vous remportez le top 10 de Genève. Vice-champion du monde par équipe en 2014 sur tes terres, à Caen. Et puis en 2009, Windsor, champion d'Europe individuel avec Crack Boom. Je te rassure, je ne vais pas citer toutes les autres victoires et je vais éviter de réciter la litanie de tous ces succès dans les étapes Coupe du Monde notamment, etc. Mais au-delà de tous tes résultats, et je rebondis un peu sur ce qu'on a enregistré juste avant avec Didier Crin et avec ton groom Ludovic, euh, ils nous ont tous les deux dit que tu étais un homme incroyable, une personne incroyable. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'on axe cette interview là-dessus, essayer de mieux comprendre qui tu es, quelle est ta personnalité, puisqu'il y a eu énormément d'interviews sur toi, beaucoup d'informations, etc. Mais tu restes quand même quelqu'un de très discret, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'on pourrait commencer en te demandant qui tu es, comment tu es au quotidien, quels sont tes traits de caractère principaux? Déjà, j'ai entendu de loin Didier parler et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le terme incroyable. Il peut avoir deux tendances, ou être très positif ou être très négatif. Donc, je pense à chacun de le découvrir. Et en tout cas, je suis incroyablement discret, effectivement, parce que j'essaie de protéger au maximum ce qui ne concerne pas le sport ou ce qui est exposé. On est déjà assez exposé à travers les compétitions, à travers effectivement tout l'aspect médiatique, ce qui est important, il faut partager. Mais donc, qui je suis, c'est une question difficile pour commencer. Qui je suis, je pense, quelqu'un de simple. Justement, quand on va systématiquement dans ces compétitions, dans des événements qui peuvent être surfaits, ou que certains peuvent trouver surfaits. Moi, ce qui me plaît là-dedans, dans le concours, c'est l'épreuve en elle-même, c'est le défi sportif. Après, ces compétitions t'amènent à voyager, et j'ai eu la chance maintenant depuis quelques années de faire de très très beaux voyages. Mais au-delà de ça, ce que j'adore, et c'est souvent ce que disent les gens quand ils voyagent beaucoup, ils aiment partir et ils aiment revenir. Et j'aime bien revenir ici, être tranquille, dans des écuries qui étaient normalement provisoires. Quand je me suis réinstallé ici, c'était pour essayer de retrouver un élan sportif. J'étais plus axé sur une formule avec laquelle j'avais fonctionné pendant une décennie qui avait bien marché, un mécénat unique, des chevaux, un seul propriétaire, du sport tous les week-ends. Et donc c'était une transition qui m'a plu finalement, et avec des choses qui évoluent de plus en plus dans le sport, mais aussi dans l'entraînement des chevaux de sport, c'est-à-dire que les infrastructures que l'on rencontre, elles sont de plus en plus dingues, et j'en ai fait entre les deux derniers, entre le Haras de Hus et le Haras de la Forge, des infrastructures vraiment magnifiques. Je me suis dit, c'est impossible de faire du haut niveau dans les écuries familiales, revenir ici et arriver à recréer quelque chose comme avant. Et puis finalement, le premier critère, c'est que les chevaux se sentent bien. Ici, c'est nature, on est plutôt dans des configurations de barns aujourd'hui. Et là, c'est vrai que les chevaux, ils ont la tête dehors en permanence, on a la plage à côté, ils ont des paddocks. Alors au début, c'était un peu mon récital pour inciter les gens à venir en disant, vous voyez, c'est nature. Et je me dis, oh, attention, le premier hiver, ça va peut-être pas être pareil de la discussion. Et puis finalement, on s'y fait. Vraiment, on s'y fait. Il faut un bon imperméable. Vous m'avez vu en arrivant, j'ai mes bottes en caoutchouc, donc je suis plutôt protégé de l'humidité normande. Et finalement, c'est vrai qu'à mon avis, vous incitez à faire des longues réponses pour la première question et après on se calme. Mais tout ça pour dire, je pense être quelqu'un de simple et en tout cas, j'ai envie de le rester.
Du coup, on va détricoter un peu l'intégralité de ton parcours, je crois, en tout cas les grandes étapes. Et on va parler un peu de toutes les étapes qui t'ont amené à devenir le cavalier que tu es aujourd'hui. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait la rencontre du cheval, tout simplement, en fait, de l'animal cheval, comment tu as commencé à être cavalier, à monter au départ, peut-être petit ou peut-être plus tard, tu vas nous le dire. Et aussi, est-ce que tu peux nous dire qui tu étais quand tu avais une dizaine d'années, à quoi tu rêvais, quelles étaient tes aspirations, tes ambitions? Je croyais que vous alliez poser des questions que les autres n'ont pas encore posées. Comment j'aimerais commencer à rencontrer le cheval? C'est une question classique. Non, non. Je l'ai rencontré ici en Normandie, ici dans cette propriété-là, parce que c'était normalement une propriété où on venait en week-end ou en vacances. J'ai pas habité ici tout de suite, enfin, pas dès mon plus jeune âge. Et quand je montais pas, on venait ici les week-ends, et c'est vrai que tu sors de l'autoroute, prends les petites routes départementales, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des chevaux partout dans les herbages, c'est bien connu, c'est pas une légende, on est en Normandie, une terre d'élevage. Et forcément, à force de voir les chevaux dans les prés, je me suis dit, bah, ça serait bien de les approcher d'abord. J'avais vraiment envie de connaître l'animal avant de m'attaquer à la pratique sportive. Et du coup, voilà, mais bon, quand tu approches le cheval, à un moment donné, on t'incite, même si c'est pas quelque chose qui t'est une volonté intérieure, on te pousse à monter à cheval. Et j'ai commencé à monter comme ça. Je vais pas dire contre mon gré, mais en tout cas, c'était pas l'idée première. J'avais vraiment envie d'être en contact avec cet animal qui m'impressionnait, mais qui me fascinait. Et voilà, donc c'est la Normandie qui m'a fait découvrir le cheval. Et qui j'étais à 10 ans, j'étais, je pense, un gamin très introverti. J'ai conservé quelques traces encore à 40 ans, mais ça avait commencé très jeune. Et du coup, je ne suis pas en train de faire une thérapie là avec vous, mais je pense que c'est vrai que l'animal facilement aide à s'extérioriser, à se développer, à avoir sa propre idée. Donc ça m'a permis de trouver une certaine maturité que je ne pouvais pas expérimenter vraiment avec les autres vu que je ne me mélangeais pas tellement. Je vais faire une petite digression, mais c'est un peu l'objectif de ce podcast. Ludovic, là, vient de nous dire juste avant, bon, tu n'étais pas là, mais que tu aimais beaucoup travailler à pied. Tu pratiquais la méthode Blondeau, etc. Tu penses que ça te vient de là, déjà, à partir du moment où tu as voulu vraiment prendre contact avec le cheval et qu'aujourd'hui, tu continues à travailler de cette façon-là avec eux? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a déjà, avant même de se mettre sur un cheval, il y a tellement une approche ouais, à pied qui est importante et qui a été de toute façon décrit depuis des années, voire des siècles par tous les maîtres qui ont laissé des traces sur leur méthode. Et on a des méthodes très actuelles avec ce courant américain de l'éthologie qui est arrivé, je pense, il y a 15-20 ans en Europe et qui s'est développé. Et quand tu discutes avec les gens de plusieurs disciplines du monde équestre, beaucoup te parlent de l'aspect homme de cheval. Et l'homme de cheval, c'est quand même celui qui est à pied, à côté de son cheval, et qui va apprendre à le connaître, qui va essayer d'apprivoiser l'animal avant même de monter dessus. Et il faut, et je pense que c'est un message qui est important parce que c'est vrai qu'on est dans cette société de consommation, on a besoin dans l'économie du sport actuellement d'avoir cet argent qui est injecté par des familles qui donnent des facilités à leurs enfants très rapidement de se mettre à cheval, d'aller faire de la compétition avec un magnifique camion, avec des gens pour les entourer et tout ça. C'est très bien, je ne vais pas contre le système parce que j'en bénéficie. Mais il faut, je pense, inculquer aussi ces enfants à connaître l'animal. Parce que c'est ce qui leur permettra plus tard, même dans leur équitation, d'avoir cette complicité, d'avoir cette alchimie qui est nécessaire pour aller essayer de battre les meilleurs. Le meilleur, il a autant de techniques que d'affinités avec son cheval. Je vais faire un pont avec les propos que nous a tenus Andy Booth dans un épisode qui n'est pas encore sorti mais qu'on a déjà enregistré. Il nous disait en fait, le problème selon lui, c'est qu'aujourd'hui les fédérations et les systèmes d'éducation, enfin pour l'équitation, apprennent à monter à cheval, ils font des cavaliers mais ils n'apprennent pas à comprendre le cheval. Et au final, il trouve que même des cavaliers
professionnels, quel que soit le niveau de professionnel, hein, se retrouvent très souvent dans des blocages et même à un point un peu de non-retour avec des chevaux qui passent plus certaines choses parce qu'ils n'ont pas tout simplement appris à décrypter le cheval, à le comprendre, à savoir comment il fonctionne de manière cognitive, etc. T'es d'accord avec ça? Oui, oui, bien sûr. Mais moi, le premier, je découvre encore maintenant énormément de choses sur l'approche même naturelle et instinctive qu'un homme peut avoir avec le cheval. Et ça paraît incroyable que des gens aient réussi, enfin tant mieux pour eux, hein, et aujourd'hui on est tellement naïf et inculte là-dessus que c'est bien que ces gens-là aient spécialisé et structuré cet enseignement pour nous transmettre. Mais c'est dingue qu'aujourd'hui il y ait des éthologues pour nous apprendre à comment approcher un cheval, comment monter dans un vent, comment et encore une fois, c'est absolument pas, c'est autant autocritique que d'un constat général. Et bien sûr, il va falloir être vigilant là-dessus parce que ça va continuer à s'accentuer. Donc il faut être précautionneux et je pense vraiment, ça fait partie de l'éducation de toute façon générale. Et effectivement, si aujourd'hui les enseignants dans les clubs et centres équestres n'ont pas eu cette approche-là, il faut faire une petite mise à jour pour qu'ils puissent le transmettre avec le bon feeling. Avant de faire cet écart, on avait quand même prévu de revenir un peu sur tes débuts, Kevin. C'est peut-être, j'ai l'impression, l'aspect qu'on connaît le moins de toi encore. Tu as débuté auprès de Denise Delaveau, et puis tu as commencé à travailler avec des cavaliers de renom, notamment Michel Ecard et Hubert Bourdi. Nous, on le sait bien, puisqu'on est à côté de chez Hubert, et on a beaucoup entendu parler de toi à l'époque. Et ensuite, en 2003, tu pars en Alsace, chez le marchand de chevaux Pierre Balbec, et puis tu t'installes ensuite au Haras de Luce, etc. Comment est-ce que chacune de ces étapes et ces rencontres t'ont construit et ont contribué finalement à ton ascension, et qu'est-ce que tu as appris de chacun et qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ces différents mentors? Je pense que si tu vas t'immerger autant dans un système, c'est pour essayer d'en retirer le maximum. Donc tu as l'effet buvard qui intervient, tu arrives, tu sors d'une ancienne méthode et tu dois te décomposer pour te recomposer et essayer d'assimiler le maximum d'informations, ce qu'on appelle basiquement l'expérience. Et cette expérience, je pense qu'il faut vraiment être en immersion totale pour comprendre la méthode de celui qui t'emploie ou te donne la chance de monter pour lui, avec lui. Et ensuite, tu auras une phase d'analyse qui te permet de garder, conserver les éléments qui te paraissent importants par rapport à ton propre sentiment, par rapport à ta morphologie, par rapport à ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie d'être un cavalier formateur? Est-ce que tu as envie d'être un cavalier compétiteur? Donc après, forcément, il y a une partie d'intellect dans l'analyse et aussi de décision dans ce que tu as envie de faire. Mais je dirais qu'on peut passer en revue toutes mes expériences parce que je les ai adorées. Mais en tout cas, je ne vous ferai pas de classement, ça sera que chronologique ou thématique. Et ce qui est sûr, c'est que ça a été enrichissant pour différentes raisons à chaque fois. Et avec cette même base, c'est-à-dire tous étaient des hommes de chevaux, on vient d'en parler, extraordinaires. Même ceux qui ne montaient pas, comme Pierre Balbec, pour moi ça a été une découverte incroyable. Quelqu'un d'hyper instinctif pour quand même, qui était monsieur qui était boucher chevalin. Donc il n'a pas pris le cheval par le meilleur bout au départ. Et il avait quand même un sentiment de dingue et un feeling incroyable. Mais je dirais que j'ai eu la chance, quand j'ai été jeune, d'aller prendre de l'expérience dans des grosses infrastructures qui alliaient le commerce et le sport. Et on sait à quel point, et pourtant je ne suis pas du tout commerçant dans l'âme, mais je dois reconnaître que le commerce aujourd'hui alimente les cavaliers de haut niveau à 80% quasiment. Le reste c'est du mécénat et tout, mais ça reste maintenant anecdotique par rapport il y a quelques années. Donc j'ai eu la chance de vraiment faire de la formation dans des écuries de commerce qui m'ont donné la possibilité de monter plein de chevaux, des chevaux différents, et d'apprendre aussi ce contact humain que j'ai toujours eu, que j'ai toujours laissé un peu de côté, dont j'essaie de me protéger, mais
pour essayer de trouver un moyen de financer ton sport ou de te développer dans ton boulot, il faut t'associer entre guillemets avec des gens ou en tout cas essayer de te vendre le mieux possible. Et ils m'ont aussi tous beaucoup appris cet aspect commercial, pas uniquement le commerce de la vente du cheval, mais aussi de proposer tes prestations et essayer de séduire les gens. On est dans un monde de séduction, il faut le faire avec de la franchise, avec des convictions, mais c'est important pour réussir. Ouais. Et comment on fait après quand on est Kevin Staut, que ça fait des décennies, en tout cas des années qu'on est pilier de l'équipe de France partout, dans toutes les grandes compétitions, etc., pour progresser encore, pour évoluer, pour se perfectionner. Est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu t'entoures? Comment tu fais en fait pour essayer de continuer à avancer et juste pas rester sur tes acquis et te dire ok, pour l'instant je suis numéro 1 français et tout va bien? Ouais, déjà je ne le suis plus. J'étais numéro 1 mondial, je suis numéro 21 maintenant. Ouais, c'est la vous descente. me prenez vraiment au pire moment de ma carrière. Et encore maintenant ça va, il n'y a pas de concours, donc je fais pas trop j'en fais pas trop de mauvais parcours. Non, bien sûr qu'on continue à progresser, c'est, je pense, propre à chaque sport, d'autant plus dans notre discipline que l'on peut faire pendant vraiment longtemps, avec ce facteur cheval qui est quand même un élément qu'on n'arrivera jamais complètement à maîtriser. La technique peut énormément s'améliorer, mais il n'y aura pas bref, tous d'être centaures, mais ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, ouais, je m'entraîne avec des gens différents. Une dame qui s'appelle Julie Ulrich, qui est américaine, qui fait travailler sur le plat, qui a une énergie incroyable, qui monte encore à cheval, qui s'occupe de transmettre aussi le même message à tout le monde. On essaie d'être une équipe ici. Alors c'est pas une usine, je dirais plus qu'on fait ça de manière artisanale, mais chacun doit essayer d'aller dans la même direction. Donc elle est capable d'encadrer des cavaliers maison, des cavaliers de concours, mais aussi Ludo, des gens qui vont être amenés à temps en temps les monter en concours quand je ne suis pas là. Donc voilà, il y a Julie, maintenant on a aussi un encadrement fédéral qui est avec Henk Noren que l'on connaît bien, Thierry Pommel. On a vraiment la possibilité aujourd'hui de prendre si on a envie de prendre. Je travaille aussi avec Jean-Louis Roudot, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Hein. C'est un nom qui a résonné dans ma tendre jeunesse parce que mon grand-père voulait faire un peu d'élevage et il y avait un étalon de l'année d'épée qui était vraiment à la mode, c'était Paladin, à l'époque de Papillon et tout ça. Donc on avait fait ça il y a pas mal de nos juments avec Paladin et j'ai connu Jean-Louis et quelques années plus tard, il y a peut-être 1 an et demi, il est venu me revoir et il m'a demandé est-ce que tu veux bien monter un cheval, voir jusqu'où ça peut aller. On a commencé à collaborer sur ce cheval-là et puis comme il venait régulièrement le suivre, il était présent sur les terrains, donc il voyait aussi les autres chevaux et c'est venu naturellement, c'est de l'échange, comme il y a peut-être 10 ans, j'ai travaillé avec Bruno Roquet, ça avait été efficace. Là, on est revenu, on avait repris contact pour une jument que je monte à lui qui s'appelle Bulgarie. Et puis là, pendant la période où il n'y avait pas de concours, je suis retourné là-bas aussi, voir un peu ce qui avait changé, ce qui n'avait pas changé, et puis prendre un peu des marques. Et c'est vrai que c'est comme tout à l'heure, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est ce que je trouve hyper enrichissant dans ce sport, c'est que tu as tout l'aspect technique que tu peux continuer à développer mais vraiment toute ta vie. Et puis il y a l'aspect culture du cheval, dont l'approche à pied fait partie, mais aussi cette culture profonde tu peux prendre des bouquins du professeur Denoy du Ciral sur la biomécanique et les gymnastiques du cheval. Ok, c'est dense, hein, les pages, tu les lis tranquillement, il faut s'y reprendre 2 fois, mais c'est extraordinaire. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui peuvent t'encadrer, même si tu ne le sais pas, si tu cherches un peu, qui vont t'apprendre des choses sur ton équitation, sur ton approche, sur ta philosophie du cheval, et ça c'est génial. Alors peut-être que comme je suis quelqu'un d'assez renfermé et discret, socialement je reste hyper ouvert à tout ce qui m'est proposé et puis en ce moment avec
facilité de communication, c'est bien, il faut aussi faire un peu le tri, attention. Mais je trouve ça génial de pouvoir continuer en permanence à s'alimenter de ce qui existe, de ce qui a existé, parce que ça fait, tu reprends des écrits il y a des centaines d'années, de grands maîtres, et tu continues encore aujourd'hui avec l'apport des technologies, avec des vétérinaires qui commencent à parler de biomécanique, du cheval, de médecins qui font aussi l'étude du fonctionnement du corps humain, donc ils vont te dire comment on peut faire 40 pages sur l'assiette, pas l'assiette, le bassin, hein, pas la bouffe. Et je trouve ça super. Donc, bien sûr, il y a des gens à pied qui t'aident, qui sont là spécifiquement pour ça. Mais toi, naturellement, tu peux t'ouvrir et découvrir ce qui est à portée de main. C'est marrant, on a tendance un peu à mettre en opposition l'équitation traditionnelle, des maîtres écuyers, etc., avec l'équitation qu'on appelle moderne aujourd'hui, etc. Pour toi, on peut puiser dans l'équitation traditionnelle pas mal de savoirs et de techniques qui, aujourd'hui, peuvent être en fait super utiles, même dans des demandes d'équitation moderne, des parcours où il faut aller vite, etc., qui ne sont plus du tout ce que c'était à l'époque, en fait. Oui, bien sûr. Bon, la plupart des maîtres que l'on lit, c'est du dressage, vraiment. Mais dressage, pas la discipline, dressage du cheval. Donc ça, on part sur la même base. Je pense que tous les chevaux, à partir du moment où ils sont débourrés, les premières demandes de réponse aux aides ou de choses comme ça, elles sont assez communes à chacun et à toutes les disciplines. Parce qu'il varie, c'est l'équilibre que tu vas donner. Le dressage où tu as l'équilibre le plus vertical possible, jusqu'au monde des courses où il est le plus horizontal possible. Donc, c'est d'une même base, tu vas pouvoir transformer, excusez-moi de ce terme, mais ton produit, en tout cas ton cheval, vers ce que tu veux obtenir. Et donc, pour moi, la base, ce qui a été écrit avant, ces maîtres-là, ils sont encore d'actualité, forcément. Et après, je pense pas qu'il y ait eu énormément de cavaliers de saut d'obstacles qui soient encore lus ou écoutés il y a 150 ans ou de choses comme ça. C'était vraiment des gens du cadre noir, des militaires qui étaient plus poussés sur le dressage et qui ont pris le temps d'écrire. Après, tu peux aussi découvrir énormément de personnes, d'autres courants d'équitation que le tien, comme aux États-Unis. Il y a des gens, je ne vais pas les appeler des maîtres, mais en tout cas qui ont écrit il y a peut-être 50 ans, comme Sally Swift ou d'autres Américains qui avaient une méthode qui semble très moderne par rapport à l'époque à laquelle ça a été écrit. Et tu peux t'inspirer de ça parce que tu as des gens qui sont là pour rendre l'équitation plus facile et plus agréable. Donc ça, tu peux t'en inspirer. Aux États-Unis, l'équitation a dû être très commerciale rapidement, c'est-à-dire que quel que soit le niveau, quelqu'un doit bien monter une jolie position, donc on est vraiment sur la recherche de l'équitation au sens pur du terme. Et ça, il n'y a pas de mal à s'en inspirer. Après, Julien Epaya restera plus rapide que les autres, c'est pas parce que mais en tout cas, ça ne te retire rien d'aller lire, écouter ou t'inspirer de gens qui ont eu une expérience de l'équitation de plus de 10 ans. Ouais. Je trouve que c'est pas dérangeant du tout, ça ne retire rien. Je vais continuer dans cet état d'esprit-là. Il y a quelques semaines, on a enregistré avec Philippe Rosier un épisode pour le podcast qu'on produit pour l'Éperon qui s'appelle L'écoute, et on a parlé du thème du coaching mental et de sa préparation. Et on avançait l'hypothèse que vous étiez sûrement l'un des pilotes les plus aguerris mentalement et armés, alors même, si je ne me trompe pas, en tout cas tu vas nous le dire, que tu ne t'es pas vraiment préparé mentalement avec un coach, etc. Il nous a dit que tu lisais énormément, et tu viens de nous le confirmer. Et toi, tu penses t'être forgé comme ça, parce qu'on le sait, tu es un pilier de l'équipe de France, tu as concouru d'innombrables fois avec la veste bleue, tu as été toujours mis en dernière position où la pression était la plus importante. Comment est-ce que tu as réussi vraiment à te forger comme ça ton mental et ton envie de toujours réussir grâce seulement, quelque part, à ton envie de te cultiver? Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être
faites de manière autodidacte. Ouais. On a l'habitude d'être dans l'assistanat, c'est-à-dire de dire, ok, pour apprendre quelque chose, tu vas avoir un enseignant, un professeur, mais aujourd'hui, c'est plus facile que jamais de prendre l'information, vu que tout est accessible. Donc oui, pour la préparation mentale, j'ai aimé toute cette époque où on a commencé à parler de physique quantique, donc j'ai regardé des documentaires, j'ai lu des bouquins, et puis après, il y a eu toute cette phase de la PNL, la programmation neurolinguistique, où il y a eu énormément de bouquins là-dessus. Mais je trouve que ça vaut tous les enseignements du monde. Si tu prends un bouquin avec la véritable conviction d'essayer d'en retirer quelque chose, c'est mieux que de te mettre quelqu'un devant et où tu te dis ok c'est bon j'ai payé 100 € la séance, ça va fonctionner. Non, et que tu l'écoutes qu'à moitié. Je pense qu'il y a énormément de choses dans la vie. Pour réussir, il doit y avoir de la volonté, quelque chose de personnel qui ressort de ça. Parce que de toute façon, pour réussir, tu dois déjà commencer quelque chose, y mettre de la motivation, imiter. Je pense que l'imitation est très importante, c'est-à-dire t'inspirer de tout ce qui a déjà été fait. Et puis après, tu as imité, t'adaptes, tu donnes ton propre ressenti et la touche finale, elle doit être hyper personnelle. Mais j'ai pas honte d'imiter beaucoup de choses. Il y a un autre aspect de ta personnalité, et d'ailleurs pour citer Didier et Ludo, les deux ont utilisé le même terme, et je pense que c'est pas un hasard, fédérateur. Et pour du coup introduire ma prochaine question, je voulais parler d'un souvenir. C'était en 2014 à Caen. Patrice Delaveau rentre dans la finale tournante, donc nous on regardait à la télé, j'étais pas dans le stade. Donc les cavaliers de la finale devaient détendre les chevaux sur le petit paddock prévu là au milieu du stade, et il y avait un staff autorisé extrêmement restreint, globalement, un entraîneur national, enfin en tout cas très très peu de personnes. Et tu faisais partie de ces quelques personnes qui étaient aux côtés de Patrice. On t'a vu porter la selle, sceller, déceler, apporter des informations, regarder ce qui se faisait en piste et retourner ensuite les informations à Patrice. Et c'est marrant parce que ce souvenir est totalement confirmé par le terme fédérateur. On a l'impression que t'as un esprit d'équipe très ancré, que tu es quelqu'un vraiment qui est là pour porter l'équipe. Est-ce que c'est important pour toi d'être un cavalier d'équipe avant d'être un cavalier individuel ? Oui, je pense que c'est primordial. L'anecdote de Caen, c'est drôle parce qu'avec Patrice, on montait tous les deux pour HDC. Enfin, Patrice continue et moi moins aujourd'hui. Mais ça m'était pas du tout venu à l'idée que Patrice puisse me demander de venir dans effectivement ce cadre très restreint où il y avait juste le chef d'équipe et une autre personne. Et du coup, c'est la première fois que je suis presque pris à défaut. Normalement, je dirais pas l'initiateur, mais ça me paraît complètement naturel. Là, j'aurais trouvé ça hyper arrogant de ma part d'aller proposer à Patrice en me disant tiens, dimanche, moi j'ai rien à faire, comme je suis pas qualifié, si tu veux, je viens de te filer un coup de main. Et donc j'ai été hyper touché, j'étais presque mal à l'aise au début, donc ouais, j'ai scellé, décellé parce que je savais pas trop quoi faire, mais bon, il y avait assez de gros pour le. Mais c'est juste que je savais pas trop où me mettre. Mais de manière générale, ouais, je suis dingue de ces épreuves par équipe. De toute façon, je suis un fervent défenseur des Coupes des Nations. Et j'aime ces moments-là. J'aime ces moments-là parce que on fait un sport qui est hyper individuel, qu'on essaye de rendre plus joyeux avec. Chaque cavalier a quand même un système avec des gens autour pour l'encadrer, pour le soutenir. Donc ça va. Mais c'est vrai que tu finis vite seul en piste. Alors ces moments où des épreuves sont dédiées à ça, ouais, je saute dessus. Et le reste du temps, c'est peut-être un des qualificatifs, mais je me sens, enfin c'est naturel en tout cas. Je me lève pas le matin en disant attention, je vais confier, mais à la fin, je veux vraiment que tout le monde puisse participer au moment je dirais pas de gloire, mais en tout cas de bonheur qu'il peut y avoir. J'assume facilement les échecs parce que je pense que quand ça foire quelque part, c'est essentiellement de ma faute. Mais d'un autre côté,
je partage énormément ce qui marche bien. Attention, je ne suis pas généreux. C'est-à-dire que je ne partage pas, je n'ouvre pas les fenêtres en criant venez, c'est formidable. Mais en tout cas, avec le cercle restreint avec lequel je travaille, j'aime partager, mais sans trop en faire, il faut que ce soit naturel. Si à un moment donné, tu dois te programmer pour ça, ça me plairait pas et les gens le sentiraient, donc personne ne serait à l'aise. Fédérateur, mais aussi un peu représentant de cette équipe de France. Et moi, ça me fait surtout penser au fait qu'il y a quelques années, tu t'es érigé un peu ambassadeur de cette équipe, notamment quand tu es devenu président de l'International Jumping Rider Club. Est-ce que pour toi, ça a toujours été une volonté justement d'incarner un peu l'équipe de France, de la défendre, de monter au créneau pour pouvoir en parler, ou est-ce que, encore une fois, c'était totalement naturel de ta part ? Ni l'un ni l'autre. J'ai vraiment pas souhaité du tout devenir président de ce club. Et que maintenant, j'aimerais quitter la présidence, mais personne ne veut vraiment le faire. Et j'adore travailler pour les cavaliers. Ça fait 10 ans que je suis dans le board de ce Riders Club. C'est vraiment une association qui est efficace. C'est la seule qui est reconnue par la FEI où on a un droit de vote, mais j'ai aucune âme politique, donc j'aime pas tout ce fonctionnement. J'aime bien travailler comme ça dans l'ombre, et forcément le président d'une association, il est, sans parler de s'exposer, j'ai pas de problème d'assumer mes convictions, mais là je dois assumer celles d'un groupe, donc c'est vraiment hyper difficile. Ça perd un tout petit peu de personnalité justement. Et ok, je le fais parce que c'est important, parce que ce groupe-là a peut-être vocation à faire bouger un tout petit peu les choses quand il y a besoin, et c'est surtout qu'on essaye de laisser un sport le plus pur possible, si on peut encore utiliser ce terme-là en concours, à la prochaine génération. Et que c'est oui, une mission, c'est-à-dire que c'est un effort pour moi d'avoir entre guillemets ce statut-là, mais c'est nécessaire. Donc là, on est quand même un tout petit peu dans l'effort. Si je respectais profondément mes convictions, je continuerais à le faire à fond, même encore plus, mais vraiment sans être exposé. Et pouvoir parler librement, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand je parle des PCAD, ou quand on parle de la contamination, ou quand on parle de la méritocratie, il y a énormément de choses auxquelles je crois, mais peut-être que si je parlais uniquement en mon nom, j'accentuerais certains points et j'en atténuerais peut-être d'autres. Justement, tu parlais de faire bouger les lignes et de léguer un sport assez propre, assez pur à la prochaine génération de jeunes cavaliers. Ce serait quoi ce sport pur en fait ? À quoi tu aspires toi en tant que cavalier aujourd'hui qui a vu une certaine évolution du sport entre tes débuts et ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite ? Qu'est-ce que tu aimerais en fait apporter au sport pour que la prochaine génération de cavaliers ait un sport plus joli à regarder, en tout cas plus joli à vivre ? Il y a 3 points qui sont 3 points qu'on entend toujours, donc ça va vous paraître un peu redondant. Mais il y a la lisibilité de notre sport. Aujourd'hui, on a trop de circuits, c'est difficile de savoir vraiment qui est le meilleur. Bien qu'il y en ait, mais en tout cas, c'est difficile, je trouve, pour le grand public. Mais pour moi, c'est peut-être le point le moins important, mais le plus commercial. Le deuxième point, ce qu'on essaie de laisser, c'est un sport qui continue à se pratiquer sur la méritocratie, où un jeune peut aller en compétition parce qu'il est bon et pas parce qu'il paye une table ou parce qu'il achète une équipe. Et puis le troisième point qui est aussi important que le deuxième, c'est le welfare, la santé du cheval, et essayer qu'on harmonise un petit peu tout ça, que la compétition devienne autant pour le public et les sponsors, parce qu'on en a besoin forcément, on est dans une économie de système où on a besoin que ça fonctionne, donc c'est pas devenir 100% écolo, mais il faut que les gens continuent à voir au concours ceux qui ont du talent, ceux qui ont la possibilité d'être des futurs cracks,
et dans le respect du cheval, avec des chevaux qui sont dans des conditions de transport, de logement, d'éducation, d'entraînement le plus correct. Et justement, tu parles donc de cette évolution, du fait justement de voir tout cet argent qui influe maintenant aussi dans notre sport. Toi, tu n'es pas du tout issu du sérail, tu as commencé à monter à cheval tout seul, tu t'es construit tout seul, toujours en sachant bien t'entourer. Mais est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, un jeune qui arrive, qui ne part de rien, peut réussir à gravir les échelons aussi facilement, on peut pas dire facilement, mais aussi bien que toi, tu l'as fait il y a 15 ans? Attention, moi je suis parti de rien parce que ma famille n'était pas dedans, mais mon grand-père avait de l'argent à l'époque. Et il a tout perdu trop tôt, malheureusement, parce qu'il aurait pu m'acheter plus de chevaux. Mais donc, non, ça a été facile au départ. Facile n'est pas facile, parce que vraiment, si je suis cavalier aujourd'hui, c'est pas un hommage que je fais, hein, c'est grâce à lui, parce que je me suis senti redevable de monter sur le cheval. Moi, je voulais juste aller, comme je vous disais, m'en occuper. Mais bon, comme il a commencé à acheter des chevaux, ça paraissait un peu délicat de ma part d'aller juste pour les brosser, les tondre, leur graisser les pieds et tout. Ça, j'étais nickel. Mais bon, il a fallu que je monte dessus. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à faire du concours, mais j'avais des facilités. Des facilités que j'ai pas étendues parce qu'à un moment donné, l'écurie que vous avez vue, il a commencé à construire ça. Il m'a dit écoute, maintenant on a tant de chevaux chez les Delaveau, chez les parents de Patrice, on va les ramener ici à la maison. Et je disais ok, mais comment je vais continuer à évoluer dans l'équitation? Je connais rien, ni la manière de gérer une écurie, ni dans mon équitation, je suis pas au point pour avoir mon propre système. Il me dit t'inquiète pas, le management c'est mon truc, c'est vrai qu'il gérait très bien des entreprises et tout ça. Et il me dit, et pour la technique, je vais t'encadrer aussi. Là, il était moins bon. Il n'avait jamais monté à cheval ni rien. Donc, ok. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas bon ce truc-là. Je vais pas pouvoir évoluer là-dedans. Et je suis parti. Et je suis parti sans rien. Enfin, non, sans rien. C'est marrant que j'ai gardé ce souvenir-là. Je suis parti un 1er janvier. Et je me souviens, j'avais forcément la carte de société de mon grand-père pour payer et tout. Et en boîte de nuit, le soir du réveillon, j'ai tiré 500 francs en me disant je pars avec ça. Et paix à son âme. Je crois que je l'ai déjà dit. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je ne sais même pas, sinon il m'entendra la raconter. Et j'ai volé mon grand-père de 500 francs pour me barrer le lendemain. Et donc voilà, et dès le lendemain, je suis parti. C'est là où je suis parti chez Michel Écart et j'ai monté pour lui, après je suis Hubert Bourdi, mais donc là je me suis mis dans le dur, mais ça a été le meilleur moment. Si j'étais resté ici, avec toutes les facilités économiques, financières qui étaient à ma disposition, j'aurais jamais évolué. Donc bien sûr, un jeune, si il a du talent, s'il a l'envie, s'il est bosseur, et à la fois s'il est patient, s'il est capable d'attendre son moment, il peut y arriver mieux que personne. Et même si ça a changé, même si moi c'était il y a 20 ans quand j'ai pris ces décisions-là, je suis convaincu qu'il y a même plus d'opportunités pour ces jeunes. Alors peut-être pas en France, parce qu'il n'y a plus ces structures comme chez Hubert Bourdi, Pierre Valdec, même Michel Écart. C'est difficile de trouver un élevage qui va prendre un jeune et qui va pouvoir le stabiliser, lui donner tout ce dont il a besoin. Il n'y a plus d'écuries de commerce, donc très peu. Donc, ok, il ne faut pas se limiter géographiquement. Mais je pense que ouais, c'est possible peut-être encore plus qu'à notre époque où nous c'était la première génération comme Pénélope, comme ces cavaliers qui n'avaient pas qui n'étaient pas issus du sérail, comme tu le disais tout à l'heure. Et je pense que c'était plus difficile de ne pas être issu du sérail, même avec de l'argent, parce que j'ai eu beaucoup d'argent derrière moi dès le départ, que d'avoir pu bénéficier d'une infrastructure et déjà d'une clientèle et de propriétaires potentiels. Donc ouais, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est fortement possible, mais également que
Si vous n'avez pas d'argent, il faudra en trouver rapidement autour de vous avec du soutien. Mais ça, quand quelqu'un voit un jeune qui a du talent, il va dans une écurie de commerce en Belgique, en Hollande, en Allemagne, et on lui donne la possibilité de faire du concours. Non, pas de souci. On avait posé la question à Bossy, quand on parlait de la jeune génération de cavaliers qui arrivait, et on lui disait quand même c'est sacrément difficile en France d'intégrer l'équipe 1, parce qu'avec avec Bossy, avec Pénélope, avec Kevin et Philippe, c'est compliqué de faire sa place. Et Bossy nous avait répondu, déjà il va peut-être falloir qu'il réussisse à nous battre. Du coup, on se demandait comment est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est un jeune cavalier. Ok, on est doué, on a un bon cheval ou quelques bons chevaux, mais comment on fait pour intégrer l'équipe alors que vous êtes déjà tous en place et que vous n'avez pas vraiment prévu de vous faire déloger de sitôt, je crois. Alors déjà, Pénélope et moi, on ne fait pas partie de la même génération que Philippe et Bosti. Pour commencer. Et à l'époque, où il y avait Bosti, Philippe, mais où il y avait aussi Michel Robert, Végodignon, Alexandre Lederman, il fallait que quelqu'un les déloge. Et si on l'a fait, les gens, on n'est pas meilleurs que les autres. Hein. C'est juste je pense, énormément d'envie et je ne vais pas parler au nom de Pénélope, mais en tout cas moi c'est parce que je me suis acharné. Ouais. Et donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui quelqu'un ne déloge pas Bosti ou Patrice. Est-ce que tu te considères un cavalier pas tout de suite. Est-ce que tu te considères un cavalier de talent ou est-ce que tu te considères un besogneux? Non, un besogneux, ça c'est sûr. Je le dis depuis le départ. Mais encore une fois, c'est pareil, j'ai pas de problème avec ça. Et je ne fais pas du tout mon caliméro là-dessus. Je pense vraiment que c'est un sport où le talent, ça ne veut rien dire. Le talent, c'est quand ça dépend que de toi. Là, le talent, tu peux avoir du feeling, d'accord. Tu peux avoir le sentiment, de l'équilibre, mais déjà, tout est inversé. Quand tu es sur un cheval, l'équilibre est complètement inversé avec ton équilibre de piéton. Donc, il n'y a rien d'inné là-dessus. Et il y a énormément, en revanche, d'atouts à être un homme de cheval, à avoir un premier contact, un bon feeling avec le cheval avant même de te mettre dessus. Et après, le reste, j'étais plus handicapé par le fait d'être raide de nature, d'avoir des problèmes de dos et tout ça, que par le fait d'être anti-loup au départ. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être plus de capacité à trouver rapidement l'équilibre ou la connexion avec le cheval, mais que ça s'apprend aussi assez rapidement. Donc, ouais, je suis besogneux, mais talentueux au départ, non. Anti-doué même. Anti-doué, ouais. Bien sûr, carrément. Complètement. Okay. Bon, on va quand même parler juste d'un sujet auquel aujourd'hui tu as un peu plus l'habitude de répondre, mais on voudrait quand même que tu t'attardes sur le sujet parce que c'est intéressant. Tu l'as dit au début, jusqu'à présent, tu as toujours été le cavalier d'un mécène. Et aujourd'hui, tu te réinstalles de manière totalement indépendante avec des investisseurs, avec notamment l'écurie Vivaldi Jumping. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix, comment toi cette idée t'est venue, hein, parce que Didier nous l'a dit, hein, c'est toi qui as été un peu au départ du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix, cette démarche, et puis peut-être aussi ton envie de t'inspirer des courses hippiques? Oui, le monde des courses me fascine depuis longtemps sur plein d'aspects, et notamment sur tous ces gens autour des chevaux qui sont des vrais connaisseurs, soit les entraîneurs, pas forcément même les jockeys, mais tous ceux qui travaillent au quotidien avec le cheval, les lads, les entraîneurs, tout le monde connaît hyper bien. Et d'un autre côté, quand tu regardes le système économique, il fonctionne bien de mon point de vue. Et tous les propriétaires, ou la plupart des propriétaires qui ont investi là-dedans, sont assez satisfaits de la rentabilité peut-être, mais surtout de l'organisation et du plaisir qu'ils peuvent prendre à aller sur un événement ou à suivre une histoire, celle d'un cheval, d'un entraîneur, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment aimé ce concept, en tout cas c'est quelque chose qui me plaît depuis longtemps. Et Didier l'a dit tout à l'heure, quand on a discuté pour la première fois, et je pense qu'à juste titre, il ne croyait pas vraiment à la possibilité de faire ce pont, cette passerelle qu'on cherche à créer depuis pas mal de temps, parce que c'est pas unilatéral. Hein. Je pense que vraiment les courses ont aussi besoin d'espace équestre, comme nous, beaucoup besoin des courses. C'est pas uniquement dans un sens.
Mais j'avais envie de m'inspirer de ça. Et ça avant même de m'installer à mon compte. En revanche, ok, pour faire court, les 10 dernières années, mécène, exclusivité, confort pour le sport, mais tu dois défendre la marque, la philosophie, l'idée d'un autre. C'est le deal. Et c'est absolument pas critique. J'adore. J'ai adoré ça. Ça m'a permis de faire 10 années de très très haut niveau avec des gens passionnés et je pense que tout le monde était content. Maintenant, dans la phase de transition, quand je suis venu m'installer ici, je recherchais un peu ce même mode de fonctionnement. En France, ça m'a l'air compliqué de retrouver ça. Et s'il avait fallu aller à l'étranger, j'ai pas eu d'opportunité. Donc voilà, peut-être que les gens ne m'apprécient plus ou il y a eu un problème, je ne sais pas. Mais donc en tout cas, voilà, il a fallu changer de système et la réflexion est venue parce que ça s'est fait naturellement aussi d'avoir un cheval, un propriétaire. Et souvent, c'était des chevaux qui avaient déjà pas mal d'expérience, avec des propriétaires qui avaient aussi de l'expérience du coup dans le sport avec d'autres cavaliers. Et c'est bien. J'ai envie de conserver aussi cette partie-là parce qu'il y a beaucoup d'humains, chaque cheval a son histoire, mais aussi chaque propriétaire a son histoire. Mais si on doit, ça va vous plaire, fédérer les gens et les investisseurs dans un système, je pense qu'il faut arriver à le structurer. Et plutôt que de prendre des gens qui sont avec un cheval plutôt en milieu ou en fin de parcours, essayer aussi de trouver des nouveaux investisseurs, des nouveaux passionnés qui vont apporter un autre regard aussi sur notre monde, essayer de le comprendre, essayer de l'apprivoiser. Et ça, j'aime, je trouve que ça donne un second souffle à ma carrière. Il faut être pertinent dans la manière de réfléchir, la manière de structurer pour justement exister dans les 10-15 prochaines années. Et que maintenant que je suis installé chez moi et que j'ai cette liberté de choisir le système dans lequel je veux évoluer, et ben voilà, c'est le moment. Et c'est des discussions avec Didier qui nous ont amené à structurer une première écurie de groupe dans les sports équestres, on en espère d'autres, et surtout la manière d'envisager l'investissement dans une écurie de concours. Pouvoir avoir l'impression d'investir dans l'ensemble, un peu comme dans les autres sports. C'est-à-dire que Didier disait on a seulement le pourcentage d'un cheval. Non, je dirais on a le pourcentage d'un système d'exploitation à travers ce cheval-là, mais on participe à l'entraînement et on croit, on a des convictions, parce que si on investit, c'est que peut-être qu'on se rendra compte qu'on a fait une erreur dans l'investissement, qu'il fallait mieux aller voir le voisin, mais en tout cas, pendant la période où on soutient quelqu'un, on le soutient dans son ensemble, de manière globale. Et ça, je pense que c'est l'évolution qu'il faut apporter. Il faut que les gens aient le sentiment d'appartenir à la fois à l'entraînement, à la fois au management et à la fois à la compétition. Et voilà, et je veux dire, c'est quand même... Vivaldi a fait partie du noyau dur qui m'a permis au départ d'avoir un délai pour Viking. Quel cheval sur qui je mise pour les Jeux Olympiques. Vivaldi, au départ, on avait cette idée de faire uniquement des jeunes chevaux et la valorisation. Et dès qu'il y a eu une opportunité avec Cepeda, les gens se sont sentis hyper motivés. Donc c'est génial de voir l'engouement qu'il peut y avoir autour de ce projet. Mais encore une fois, je pense qu'il est viable si les gens ont le sentiment de vraiment d'appartenir à l'ensemble du système et pas être juste là pour acheter un bout de cheval et être spectateur. Tu penses que c'est un système qui sera amené à se reproduire dans beaucoup d'écuries en France ou pas encore? Pas encore, parce que j'aimerais que la plupart des investisseurs viennent chez moi. et après, quand j'arrêterai de monter, oui, ils pourront aller chez les autres. Ouais. Ok. Quand on t'écoute, et on le sait, de toute façon, maintenant les cavaliers sont des chefs d'entreprise, vous gérez votre staff, les écuries, les chevaux, les propriétaires, les investissements, et dans ton cas aussi toute la partie entrepreneuriale avec le développement de ta marque textile, et d'autres projets d'ailleurs.
Est-ce que tu penses que c'est nécessaire et c'est inhérent à la vie maintenant, au développement d'une profession de cavalier, etc., dans une carrière? Ou est-ce que tu penses que d'un certain côté, ça vous éloigne aussi de votre cœur de métier, de votre profession originelle, qui est celle d'être au contact du cheval, d'être un cavalier, et que toute cette partie un peu financière, économique, entrepreneuriale, elle peut aussi, pas détériorer, mais venir impacter votre carrière sportive? Ni l'un ni l'autre. Ce qui nous éloigne le plus de nos chevaux sont les médias. Les médias, ils nous prennent beaucoup de temps. On a bientôt fini. C'est promis. Non. Mais je pense que si vous n'avez pas foi en ça, il ne faut pas se lancer dans tout ce que je fais à côté. Moi, c'est parce que ça me permet, je suis tellement à fond dans mon sport, tellement passionné, que j'ai besoin aussi de quelque chose qui soit avec l'esprit cheval, un peu en périphérie, pour justement m'ouvrir l'esprit à autre chose. Donc j'aime ça, mais il ne faut pas le faire si on n'a pas de conviction là-dessus. Ce qui fonctionne essentiellement aujourd'hui, c'est être salarié dans une écurie de commerce. Daniel Deusser, les cavaliers chez Jos Lansing, chez Stefex, chez Jan Tops, il y en a au moins 15 qui font partie des 30 meilleurs mondiaux. Mais il y a d'autres gens qui ont aussi envie de cultiver leur personnalité, les différences. Et aussi, quand les concours sont là dans une saison normale, on voyage et on peut trouver ça un peu répétitif d'aller toujours dans les mêmes aéroports, les mêmes hôtels, les mêmes villes sans jamais les visiter. Et je trouve ça dommage. Donc, on vit à travers une communauté quand même. Ce monde du cheval, hier on a eu une réunion là, pour la réouverture des concours et des protocoles qui vont être mis en place par rapport à la Rhino. Et je trouve qu'il y a un terme qui est encore une fois fédérateur, parce que c'est la FEI qui l'a cité. Et attention, je ne suis pas du tout pro FEI, mais je dois leur reconnaître les bonnes choses quand elles sont là. C'est parler de communauté. On est vraiment une communauté. Et cette communauté, même pour quelqu'un d'assez introverti comme moi, tu peux la faire vivre, tu peux t'en inspirer aussi dans la nature même de ce qui te plaît. Moi, j'ai toujours dit que le concours, c'était ma drogue. Mais à côté de ça, il y a énormément de choses aussi qui touchent à l'esprit cheval. Et j'aime faire ça, mais c'est absolument pas une nécessité. Et je pense qu'il ne faut pas s'égarer si on a le sentiment de s'égarer, ou en tout cas de ne pas être assez concentré sur le reste. J'arrive à être hyper concentré sur mon sport et à être plus, je dirais, exigeant dans les résultats. Là, même si ça ne se voit pas, mais dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, j'ai vraiment envie de donner le maximum et de revenir au plus haut niveau. Et d'un autre côté, je ne me sens pas du tout handicapé avec tout ce que j'ai lancé en me disant peut-être qu'il faudrait que je lève le pied. Non, ok, aussi parce que j'ai des gens formidables autour de moi qui travaillent bien sur ces sujets-là, qui me permettent de me distiller uniquement l'élixir, donc c'est que du plaisir. Et ça il y a plein de gens, il y a plein je dirais, d'activités croisées que l'on a avec des propriétaires de chevaux qui sont contents de participer à une collaboration dans le textile, d'autres choses comme ça autour de l'art, la littérature. Et je pense que c'est bien. Ouvrir un resto bientôt. Non. Écrire un livre, ce serait bien. J'en ai écrit un déjà il n'y a pas longtemps et c'est long. Et oui, je sais plus il y a combien de temps, il y a 3-4 ans quand j'en ai écrit un, je sentais que il y avait dans ma méthode, dans mon système de travail, quelque chose qui avait évolué. Et j'étais surtout capable de le retranscrire. Là maintenant ça bouillonne, ça fait des mois en plus, on passe tellement de temps à la maison que tu parles des trucs, tu peux en essayer tous les jours. Mais là j'arrive pas à les cadrer, je les ressens. Pour quelqu'un qui est pas du tout qui est anti-doué, c'est pas mal quand même de commencer à 40 ans à sentir les choses. Sinon tu devrais essayer, c'est le podcast. Et les nôtres. Mais bientôt on pourra faire un podcast technique. J'ai plein de trucs en tête. Et je fais des expériences avec mes cavaliers ici. Ils sont hyper polis, donc ils font semblant de comprendre, mais je suis sûr que c'est pas clair du tout.
Et comme je suis assez perfectionniste, c'est vrai que j'ai envie de pouvoir poser tout ça quand ça sera clair, quand ça aura un sens, pas que pour moi. Bon, c'est le mot de la fin, non? Ouais, je crois. N'oublie pas de nous appeler en tout cas si tu veux faire un podcast. Il n'y a aucun problème, on arrive tout de suite. Merci beaucoup Kevin, on t'a déjà gardé 1 heure je pense. Donc merci beaucoup pour ton temps, pour toutes ces réponses. Et puis on te souhaite le meilleur hein, et de revenir au plus haut niveau, la première place. Ouais, exactement. On sera au bord de piste pour tes prochaines victoires. D'accord. J'espère. Merci les filles.